Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes. Aujourd'hui le pack Point de non-retour, le 4e pack du cycle Les Dévoreurs de Rêves. Alors ce pack là s'est fait attendre, de façon générale j'ai fait très peu de vidéos dernièrement. Ce pack là s'est fait attendre parce que, comme je disais dans une vidéo précédente, je voulais d'abord jouer le Journal des Rêves amélioré avant de le commenter dans une vidéo, histoire que quand même je sache de quoi il s'agit avant de le commenter. Autre remarque, cette vidéo j'avais prévu de la diffuser le 8, de la mettre en ligne le 8 à midi, et comme on est le 7 et qu'il est 22h, je vais l'éditer au minimum, voire quasiment pas. Et après tout, j'ai remarqué dans les autres vidéos, les gens n'ont pas l'air de chercher particulièrement à réduire les silences. Peut-être que moi je me casse la tête pour rien à passer des heures à essayer d'avoir une vidéo plus fluide. Voilà, on verra ce que ça donne sur celle-là. Alors, petit changement aussi, à partir de cette vidéo, plutôt que de dire il y a une version améliorée, puis de rappeler ce qu'était la version précédente, je commence par la version précédente, histoire d'aller dans un sens logique. Avant il y avait ça, maintenant il y a ça. Donc dans le pack Les Échos du Passé, on avait Sauvetage Héroïque, un événement qui coûte 1 icône de volonté, un icône de force, trait esprit tactique, rapide à jouer quand un ennemi non élite devra attaquer un autre investigateur dans votre lieu, engagez cet ennemi et résolvez son attaque contre vous à la place, ensuite infligez-lui un dégât. Et dans ce pack, on a Sauvetage Héroïque de niveau 2, ça coûte une ressource de moins, ça a un icône d'agilité en plus, et ça concerne les ennemis qui sont les ennemis non élites dans le lieu ou dans un lieu connexe. Voilà, la différence, le fait qu'on puisse être dans un lieu connexe, c'est un grand avantage. Il y a moins besoin de se dire je reste toujours dans le lieu de l'enquêteur pour le couvrir en cas de besoin. L'enquêteur a pas besoin de rester dans le lieu pour rester avec le gardien, il peut utiliser une action pour aller dans le lieu suivant, en sachant que si il est engagé par un ennemi pendant la phase de mythe, le round suivant, il fait une action, ça déclenche une attaque d'opportunité, et le gardien vient à son sauvetage. Alors, cette carte-là, combinée avec protection rapprochée qui se trouvait dans le pack précédent, ça fait quand même qu'on a des gardiens maintenant qui ont un énorme rayon d'action et qui peuvent économiser sur les actions de déplacement pour concentrer leur action sur le combat. Voilà. Donc en français, protection rapprochée, ça fait que le gardien, il se fait déplacer par le chercheur pendant le tour du chercheur, puis il utilise ses actions pour combattre. Comme il a plus d'actions pour effectuer le combat, il a besoin de dépenser moins de ressources et moins de compétences pour achever les ennemis. Sauvetage héroïque, ça fait que le chercheur peut s'éloigner d'une connexion de distance, tout en restant dans le rayon d'action du gardien. Et en plus de ça, si le gardien a les deux, sauvetage héroïque le ramène dans le lieu du chercheur, ensuite il peut incliner protection rapprochée et il va suivre le chercheur dans chacun de ses déplacements suivants. Alors, comme c'est une carte esprit, ça peut être intéressant pour Calvin Wright. Le fait qu'il subisse l'attaque de l'ennemi va renforcer ses caractéristiques. Il engage l'ennemi, il lui inflige un dégât, et maintenant il est prêt à poursuivre le combat. Voilà. Je vais pas aller plus en détail là-dedans. Calvin, le fait qu'on veut le blesser, c'est un fait établi, je veux dire c'est la base de son jeu. Sauvetage héroïque lui permettra pour une carte rapide de se renforcer, de libérer l'autre investigateur et de commencer l'ennemi. William Yorick aussi peut
peut utiliser cette carte-là avec avantage, William Yorick, on peut l'envisager un petit peu dans un rôle de tank, dans le rôle de l'investigateur qui encaisse pour toute la table. Donc là, il joue cette carte, et ça va lui permettre d'engager l'ennemi et de commencer à l'entamer sans avoir besoin de dépenser une action. Et le fait qu'il se prenne une attaque, probablement, vous le jouez avec manteau de cuir ou précieux souvenir, ou les deux, et donc ça devrait pas trop entamer son capital de vie et de santé mentale. Et évidemment le prochain je crois que c'est celui de la boîte d'Innsmouth, mais un gardien qui n'est pas encore sorti, Nathaniel Cho, qui a des gants de boxe qui lui permettent d'aller chercher les cartes esprit, et qui probablement, d'après les cartes qu'on connaît, voudra jouer l'engagement. En plus, sa réaction fait que lui, quand il jouera sauvetage héroïque, il infligera pas 1 dégât, mais 2 dégâts. Et donc il suffira peut-être d'une attaque pour achever de l'ennemi. Alors, dans le pack, là où le destin attend, on avait la compétence leadership de niveau 0, un icône libre, meneur d'homme en français. Tant que meneur d'homme est attribué à un test de compétence effectué par un autre investigateur, meneur d'homme gagne un icône de volonté et un icône libre. Au niveau 2, ce qu'il y a de différent, c'est que si le test de compétence est réussi, l'investigateur qui joue cette carte gagne 2 ressources. Si c'est attribué à un test effectué par un autre investigateur, l'autre investigateur gagne également 2 ressources. Donc vous avez la même aide à porter, le même nombre d'icônes à porter, mais en cas de test réussi, c'est 2 ressources, voire 2 ressources pour un et 2 ressources pour l'autre. C'est un bon gain de ressources, parce que c'est quasiment comme si à votre compétence vous ajoutiez une planque. Voilà. Alors, le truc c'est que bien évidemment, cette carte-là, on a envie de la jouer sur quelqu'un d'autre, parce que la jouer sur soi, 1+1, c'est pas génial, c'est toujours ça, mais c'est pas génial. Même si là au niveau 2, si on joue sur soi, on a quand même 2 ressources en cas de réussite, mais l'idéal ça reste de le jouer sur un autre. Et comme il s'agit d'un test de volonté, évidemment on pense au mystique. Au mystique ou également à Caroline Fern, qui a la possibilité de jouer des cartes mystiques et donc qui pourrait avoir par exemple un rituel de recherche pour faire ses enquêtes. Bon, Caroline Fern qui quand même en général a une bonne génération de ressources, donc c'est pas elle qui aurait le plus besoin des ressources. Voilà, alors à la recherche de Cadas, on avait le journal des rêves, un soutien de niveau 0 qui coûte 2, qui occupe un emplacement de main, trait objet livre charme, action chercher essence onirique parmi vos cartes liées et ajoutez-la à votre main. Réaction, après avoir réussi un test de compétence où essence onirique a été attribuée avec une différence de 3 ou plus, indiquez dans votre carnet de campagne que vous avez interprété les rêves. Et essence onirique, une compétence avec 2 icônes libres, liée au journal des rêves. Quand essence onirique devrait entrer dans votre pile de défausse ou être mélangée dans votre deck à la place, mettez-la de côté hors jeu avec vos cartes liées. Donc, en fait, on avait un soutien qui permettait pour une action de se mettre en main l'équivalent d'un courage inattendu. Et cette carte compétence correspondant à un courage inattendu était mise de côté après chaque utilisation, ou même si elle avait été défaussée, et ce qui permettait de la reprendre. Alors, en dépensant une action à chaque fois, à moins de jouer Daisy Walker. Là, on a la version traduite, enfin plutôt on a les 3 versions traduites. Donc si vous voulez vous garder la surprise, coupez le son pendant quelques minutes. On a, alors donc c'est niveau 3, ça coûte le même prix. Les rêves d'un explorateur. Le fameux blabla sur le fait qu'il faut avoir traduit. Tant que vous êtes dans un lieu ayant une valeur occulte d'au moins 4, votre essence onirique gagne 2 icônes libres. Réaction, quand votre tour débute, cherchez essence onirique parmi vos cartes liées et ajoutez-la à votre main. Donc là, 1. Vous n'avez plus besoin de dépenser une action pour prendre la compétence en main, et 2. Vous
Enfin, vu que vous la récupérez à chaque début de tour, si vous l'aviez pas déjà en main. Et deuxième chose, si vous êtes dans un lieu avec une valeur occulte d'au moins 4, votre compétence n'a plus 2 icônes libres, mais 4 icônes libres. Alors, la version suivante, Rêve d'un fou, c'est le même principe, mais c'est quand vous êtes engagé avec un ennemi que vous avez 2 icônes libres de plus sur votre compétence. Et enfin, Rêve d'un enfant, c'est quand vous avez 8 cartes en main ou plus que vous gagnez les 2 icônes libres. Donc, le principe global est le même. Au début de votre tour, vous mettez Essence onirique dans votre main. Essence onirique, c'est la même, vous reprenez celle qui est dans le pack à la recherche de Cadas. Il n'y en a qu'une dans le pack, donc ça veut dire que vous en avez le droit d'en avoir qu'une. Il y a votre journal des rêves. Si vous avez acheté plusieurs packs à la recherche de Cadas, vous n'avez pas le droit d'en mettre plusieurs dans votre pool de cartes liées. Un seul exemplaire. Au début de votre tour, vous le mettez en main. Et ça vous donne c'est une compétence avec 2 icônes libres. Et si vous respectez certaines conditions, ça devient une compétence avec 4 icônes libres. Et un petit truc que j'ai remarqué après coup, il n'y a rien qui indique que l'effet est limité. Donc, si vous avez 2 exemplaires du journal des rêves en jeu, les deux effets, enfin je pense, faudrait demander confirmation, mais moi je vois rien qui limite. Je pense que si vous avez les 2 copies de journal des rêves en jeu, l'effet votre essence onirique gagne 2 icônes libres s'applique, et du coup vous avez une carte avec 6 icônes. Je pense, ça me paraît très puissant, mais il me semble que c'est possible. Je chercherai si c'est démenti quelque part, on verra. Alors, analyse astucieuse qu'on avait dans les fils du destin. Un permanent chercheur, limité à 1 par deck, il disait « Chaque fois que vous améliorez une carte avec le sous-titre non identifié ou non traduit, vous avez le droit d'améliorer un 2e exemplaire de cette carte sans que cela ne coûte d'expérience. En ce cas, les 2 exemplaires améliorés sont sélectionnés au hasard parmi les options possibles. Vous devez toujours satisfaire toutes les restrictions du deck. » Moi, cette carte-là, je ne l'aime pas. Parce que, on est dans un jeu de construction de deck, je veux construire mon deck, j'ai pas envie d'ajouter des cartes au hasard dans mon deck. L'exception, c'est en jouant Caroline Fern. Vu qu'elle n'a le droit qu'à une seule des 2 pierres anciennes améliorées, si vous lui mettez ça, elle peut mettre les 2 pierres anciennes auxquelles elle a accès pour le prix d'une seule. Seule exception. Là, avec le journal des rêves, je pense qu'on peut reconsidérer cette carte-là. Pourquoi ? Parce que tous les trois types différents du journal ont à chaque fois la possibilité de récupérer la carte en main, et la carte c'est toujours une compétence avec 2 icônes libres. Le truc qui change, c'est dans quelles circonstances vous passez de 2 à 4 icônes. Si vous vous focalisez pas sur les 3e et 4e icônes, vous pouvez mettre dans votre deck n'importe quel journaux des rêves, et vous bénéficierez quand même de votre courage inattendu. Voilà. Oui, donc 4 icônes, ça correspond à l'équivalent des compétences désespérées, mais sans avoir de restrictions sur les conditions d'utilisation. Alors, il y a une condition sur quand est-ce qu'on passe de 2 à 4 icônes, mais une fois que vous avez les 4 icônes, il n'y a pas à avoir il n'y a pas à être à 3 de santé mentale ou moins. Alors, les investigateurs qui peuvent avoir accès au journal des rêves amélioré, il y a tous les chercheurs. Les investigateurs qui ont accès, déjà il y a Daisy Walker. Le livre de niveau 0, comme je le disais plus tôt, pour elle, c'est moins problématique vu qu'elle peut utiliser son action gratuite pour récupérer Essence onirique en main. Voilà, elle a une plus grande utilité du niveau 0. Du coup, on incite à mettre le niveau 0 dans le deck, et tant qu'à faire, on l'améliore au niveau 3. Daisy Walker, elle, en tout cas moi tel que je le joue, j'ai pas trop envie de mettre c'est le journal d'un fou, je crois. Ouais, j'ai pas trop envie de jouer les rêves d'un fou parce que j'ai pas particulièrement envie qu'elle soit engagée avec un ennemi.
Et le journal d'un enfant, avoir 8 cartes en main, c'est pas impossible, loin de là, mais ça demande quand même une certaine construction. Ça demande à avoir pensé son deck en ce sens-là. Joe Diamond, lui, je lui verrais plutôt avec les rêves d'un fou. Joe Diamond, il est polyvalent. Moi, j'ai déjà dit plus d'une fois que moi, a priori, je le préfère plus en trio qu'en solo. Mais il va être amené à combattre. Il n'a pas forcément des armes aussi puissantes que les armes de gardien. Si vous lui donnez un rôle de polyvalent, voilà vous. Déjà, il n'a pas accès à toutes les armes gardiens. Il est pas spécialisé en combat, du coup, il dépensera peut-être pas autant d'expérience pour s'armer. Mais par contre, il aura besoin de combattre et selon les moments, il pourra combattre avec ses pistolets, donc il aura besoin d'une bonne force, ou combattre avec j'ai un plan par exemple, et là il aura besoin d'une bonne intelligence. Du coup, une essence onirique qui lui donne plus 4 quand il engage avec un ennemi, ça servira pour tous ses combats. Et s'il a que 2 icônes libres, ça pourra lui servir pour ses enquêtes. S'il a pas d'ennemis à combattre, il pourra enquêter. Et même s'il n'a pas dépensé pendant un tour, l'essence onirique, tant que vous l'utilisez pas, tant qu'elle n'est pas défaussée, elle reste dans votre main. Pendant la phase de mythe, ça peut lui servir à compenser ses valeurs de 2 en volonté et en agilité. Et enfin, les rêves d'un enfant, moi je trouve que c'est la version que je pourrais éventuellement mettre dans mes decks Minty-Fan aux mains pleines, parce que là justement ce sont des decks conçus pour avoir plein de cartes en main. Et dans un deck comme ça, 8 cartes en main, je dirais pas que c'est rien, mais en tout cas, c'est moins que ce que je m'attends à voir. Donc Minty-Fan, elle pourra, pendant quasiment toute la partie, avoir à chaque tour une compétence et 4 icônes libres qui lui revient en main, et cette compétence-là, elle n'est pas obligée de la jouer sur soi. Donc elle peut donner un gros boost à un autre investigateur. D'autant plus qu'elle a sa capacité pour rajouter une 5e icône, et qu'elle a sa signature esprit analytique pour l'attribuer à distance. Donc voilà, c'est probablement le deck qui en tirera le plus gros avantage. Alors, une combo possible, c'est avec les glyphes archaïques pierres d'orientation, qui permettent pour une action en dépensant une charge d'enquêter de découvrir un indice supplémentaire dans le lieu pour chaque groupe de 2 points de réussite. Donc plutôt dans un trio, je pense, votre chercheur, vous lui mettez glyphe archaïque, pierre d'orientation et un journal des rêves. Alors, selon le chercheur que c'est, une des 3 versions de journal des rêves, et ça va permettre de donner jusqu'à plus 4 à votre enquête. Donc on parle d'un chercheur qui part probablement d'une intelligence de 4 ou 5, qui va avoir un bonus sur table qu'il mène à 5-6, et qui là attribue 4 icônes. Donc il fait une enquête à 10 contre a priori 3, même s'il se prend 1-3, il est à 7 contre 3, il réussit de 4, et ça lui fait 3 indices trouvés en une enquête. Et en plus, cette compétence qui lui amène plus 4, elle n'est pas défaussée, elle est mise de côté, et à son prochain tour, il la récupère en main, et il peut réutiliser la glyphe archaïque. Donc voilà, la glyphe archaïque, vous l'économisez pour ces moments-là, et une fois par tour, pendant 3 tours, vous avez votre super enquête qui probablement vous fournira 3 indices. Voire un peu plus si vous voulez vraiment monter la combo, si vous voulez jouer une déduction en plus, ou si quelqu'un utilise vision ésotérique pour réduire la difficulté du test. Bon, là j'avais fait la liste des cartes qui ont un effet 2 ou plus, parce que, si vous mettez plus 2 ou plus 4 à un test, vous
vous améliorez grandement vos chances de le réussir, et vous améliorez les chances de réussir largement. Une carte de l'héritage de Dunwich que j'avais notée, c'était travail d'équipe, un événement qui permet aux investigateurs dans le lieu de se donner ou de s'échanger n'importe quel nombre de soutiens, objets, alliés ou de ressources. Si vous donnez à quelqu'un le contrôle du journal des rêves, c'est cette personne-là qui va se retrouver avec l'essence onirique en main, et ça va être très intéressant pour tous les truands qui jouent Megatest. Alors, par contre, on est sur une combo en 3 classes, donc ça sera pas forcément facile à sortir. Faudra par exemple mettre le journal des rêves et le travail d'équipe dans le deck de Joe Diamond, et mettre dans l'équipe de Joe Diamond un truand. Mais bon, c'est un truc auquel je pensais, donc je le mentionne. Allez, carte truand hâte. C'est un soutien qui occupe un emplacement d'arcane, qui coûte 3, qui est de niveau 2. Rituel, limite de 1 par investigateur. Réaction, après avoir effectué 2 actions du même type d'affilée, incliné hâte, effectuer encore une autre action de ce type. Les types d'actions sont activer, engager, échapper à, combattre, enquêter, se déplacer, jouer, ressources et piocher. Donc c'est une carte qui vous permet de faire une action de plus à condition que vous ayez fait 2 actions du même type d'affilée pendant votre tour. Donc bon, du gain d'action c'est toujours bien. 2 actions d'affilée c'est pas trop dur, je pense. Peut-être plus en solo. En solo, peut-être que vous êtes dans une situation du genre, j'entre dans un lieu, il n'y a qu'un indice, je fais mon enquête, elle est réussie, je ressors du lieu, et là, hâte ne s'active pas. Par contre, à partir du moment où vous jouez à 2 investigateurs ou plus, vous allez peut-être être dans une situation, j'entre dans le lieu, j'enquête, je réenquête, je peux faire une 3e enquête. Ou alors, j'entre dans un lieu, je combats, j'ai le droit à une 3e action, combattre. À chaque fois qu'on a quelque chose d'approchant, je le dis, plus vous avez d'actions pour effectuer une tâche, vider un lieu de ses indices ou tuer un ennemi, moins vous avez besoin d'attribuer de cartes, de dépenser de ressources. Donc hâte, ça vous donne du gain d'action, et pour peu que les actions soient pas trop techniques, ça va vous permettre d'économiser aussi sur les cartes, les ressources. Alors je crois que c'est détaillé plus bas, mais en tout cas, les types d'actions peuvent être, une action peut avoir plusieurs types. Activer, c'est un type d'action, enquêter, c'est un type d'action. Si une activation vous fait une action d'enquête, cette action d'enquête est considérée à la fois comme une activation et une enquête. Donc vous pouvez faire une enquête avec la lampe torche, en utilisant l'action qui est imprimée sur la lampe torche, puis faire une enquête sans rien, et ça vous donne une 3e enquête. Donc la carte est très bien, l'emplacement d'arcane. Alors, ce sera peut-être gênant dans un deck Séphina Rousseau, sinon moi, dans mes decks truands, j'utilise rarement les emplacements d'arcane. Voilà, là je vous ai essayé de vous mettre une liste de toutes les cartes truands qui contiennent le mot action dedans. Alors comme d'habitude, quand on fait ce genre de recherche, faut retrier toutes les cartes, voir si c'est bien tout du gain d'action. Le plus classique, c'est Léo De Luca. Une action de plus par tour, mais pour 6 ressources, donc ça va mettre un certain temps à se rentabiliser. On a aussi notamment présence d'esprit, compétence innée, un icône libre, et si le test de compétence est réussi avec une différence de 2 ou plus, après la résolution, on peut effectuer immédiatement une action de plus, comme si c'était son tour. Donc là, on peut gagner des actions en dehors de son tour. Un atout dans la manche, un événement niveau 3 exceptionnel, rapide, vous avez le droit d'effectuer 3 actions supplémentaires durant votre tour. Carte que je n'ai jamais jouée en raison de son coût en expérience, mais qui vous fait quand même un gros boost d'action d'un coup, notamment si vous combinez avec des doublés. On a Finn Edwards qui a une action pour échapper, et enfin jouer plein d'actions pendant son tour, et ça sert notamment pour jouer Jour de paix, un événement de niveau 1 qui coûte 0, gagnez une ressource pour chaque action que vous avez effectuée ce tour-ci, en comptant celle-ci.
Si c'est votre tour, terminez votre tour. Donc voilà, plus vous multipliez les actions, plus vous récupérez de ressources. Certaines personnes expliquent qu'elles ont gagné 10, 15, 20 ressources avec cette carte en combinant tout bien comme il faut. Moi, vu mon style de jeu, rarement plus de 4, donc c'est une carte que j'utilise assez rarement. Alors, carte suivante, casse-cou. Une compétence de niveau 2, qui a un icône libre. Après avoir attribué casse-cou un test de compétence, révélez des cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous révéliez une compétence truand que vous pouvez attribuer à ce test. Attribuez-la, mélangez dans votre deck chaque autre carte révélée. Donc, vous attribuez une carte de votre main et vous allez ensuite attribuer une carte depuis votre deck. Du coup, vous vous attribuez un gros bonus, vous avez plus de chances de réussir. Le problème que moi j'ai avec cette carte, c'est qu'on ne maîtrise pas ce qu'on attribue comme deuxième compétence. Alors, les compétences truands, déjà il y en a pas mal, et c'est vrai que la majorité ont des icônes libres. Celles qui n'ont pas d'icône libre, regardez ça, astuce, dextérité de niveau 2, nimble et porte-flingue, ont au moins un icône d'agilité. Astuce a un icône d'intelligence et regardez ça a un icône de volonté et un icône de force, en plus de l'icône d'agilité. Donc, si vous faites un test que vous jouez casse-cou, vous allez regarder, vous allez forcément trouver une carte compétence que vous pouvez attribuer, mais est-ce que ça sera forcément ce que vous voulez ? Par exemple, si vous tombez sur astuce à un moment où vous avez plus de ressources, et ben astuce vous fournira seulement plus un icône d'intelligence et plus un icône d'agilité. Si vous faites un test difficile et que vous tombez en premier sur qui tout double, vous vous mettez un +1 mais vous doublez la difficulté du test. Donc si vous voulez inclure casse-cou dans votre deck, je pense qu'il faudra réfléchir à toutes les compétences et vous dire est-ce que cette autre compétence que j'ai dans mon deck, je suis vraiment prêt à l'attribuer à n'importe quel test. J'aime l'idée, mais je pense pas que je la jouerai. Encore une fois, moi je construis mon deck, j'aime faire des choix. Là, casse-cou, c'est vous attribuez une carte, mais vous n'avez pas la maîtrise sur la carte attribuée. Les meilleurs choix, je sais pas, il y a peut-être opportuniste, parce que si vous réussissez largement, opportuniste va vous revenir en main. Il faut réussir avec 3 ou plus pour l'opportuniste de niveau 0, 2 ou plus avec l'opportuniste de niveau 2. On dit souvent qu'opportuniste, faut les jouer idéalement par paire, comme ça vous donnez plus 2, et vous avez d'autant plus de chances de remonter la paire d'opportunistes dans votre main. Donc casse-cou, ça peut peut-être être une façon d'aller chercher son deuxième opportuniste, mais bon, encore une fois, vous n'avez pas la maîtrise dessus. Ça peut être intéressant aussi pour Élan, qui est dans le pack qui est à la recherche de Cadas, une compétence de niveau 1 avec un icône libre. Si ce test de compétence est réussi, diminuez de X la difficulté du prochain test de compétence que vous effectuez à cette phase, X étant le nombre de points de réussite, jusqu'à un maximum de 3. Vous attribuez casse-cou et élan à un test, vous avez de bonnes chances que X soit non négligeable, et du coup le test suivant est plus facile à réussir. Ou encore le tout pour le tout, compétence de niveau 5 avec 2 icônes libres, 1 au maximum attribué par test de compétence. Si ce test de compétence est réussi, piochez une carte pour chaque point de réussite jusqu'à un maximum de 5. Mélangez dans votre deck chaque faiblesse piochée par cet effet sans la résoudre. Donc ben voilà, entre les deux compétences vous attribuez 3 icônes libres, et vous avez de bonnes chances de réussir avec 2, 3, jusqu'à 5, pour bien repiocher et augmenter vos possibilités pour la suite de la partie. Alors, les cartes mystiques, là on a une carte, une myriade, où en fait chacun des 3 exemplaires est différent. Donc il s'agit d'auto-renforcement, le premier c'est résilience, un soutien de niveau 2 qui coûte 3, qui a 2 icônes de force, qui occupe un emplacement d'arcane, limite de 1 auto-renforcement résilience par deck, donc la myriade vous pouvez en mettre 3 cartes, mais vous pouvez pas mettre plusieurs cartes d'un même type.
Jusqu'à 3 cartes auto-renforcement n'occupent qu'un seul emplacement d'arcane, donc l'ensemble de la myriade vous prendra qu'un emplacement. Chaque fois qu'un effet de carte exige que vous utilisiez votre volonté au lieu de votre force, vous avez le droit d'ignorer cet aspect de l'effet. Action rapide, incliné auto-renforcement, vous gagnez plus d'en-force pour ce test. On a aussi alacrité qui fait la même chose mais pour l'agilité, et acuité qui fait la même chose pour l'intelligence. Alors ces cartes auto-renforcement, c'est contre-intuitif pour un mystique. En général on dit le mystique, eh bien il essaie de tout faire à la volonté. Là on a des cartes qui disent non, si vous avez le choix de faire avec votre volonté, au lieu de au lieu de la compétence qui est normalement utilisée pour effectuer l'action, vous pouvez ne pas utiliser la volonté. Alors, à qui ça va s'adresser ? Eh ben, ça peut s'adresser à Daisy Walker. Donc Daisy Walker, chercheuse biclassée mystique. Du coup, elle a le droit au sort mystique jusqu'au niveau 2. Elle va avoir potentiellement dans son deck des cartes qui lui disent vous utilisez votre volonté au lieu de votre intelligence. Et ben, grâce à auto-renforcement acuité, elle va pouvoir dire non, moi je choisis d'utiliser mon rituel de recherche avec mon intelligence. Comme mine de rien, elle a 2 d'intelligence de plus par rapport à sa volonté, ça va quand même lui permettre de profiter de son intelligence élevée tout en profitant des 2 indices d'un coup du rituel de recherche. En plus de ça, auto-renforcement, c'est une action rapide qui permet d'avoir plus 2 au test. Voilà, ce que j'ai dit sur rituel de recherche, c'est vrai aussi sur 6e sens. L'auto-renforcement, alors comment il s'appelle déjà ? Alacrité. Pourrait éventuellement être utile à Séphina Rousseau, sauf qu'elle part avec 4 de volonté et 4 d'agilité. Donc de base, elle a la même valeur dans les 2 compétences. Ça dépendra ce qu'elle a dans son deck, quelles sont ses compétences améliorées. Par exemple, si elle a en jeu l'atout des truands et Lola Santiago, là elle sera à 4 de volonté, 6 d'agilité, et là pour le coup elle aura envie d'utiliser Brume de Relier avec son agilité plutôt que sa volonté. Autre possibilité, Diana Stanley. Alors elle, c'est bel et bien une mystique. Le truc, c'est qu'elle commence avec une volonté de 1 et 3 dans chacune des autres compétences, et c'est au fur et à mesure qu'elle annule des effets de jeu qu'elle gagne en volonté. Donc en début de partie, vous pouvez lui mettre les auto-renforcements, potentiellement les 3 en jeu, et du coup, en attendant qu'elle ait une bonne volonté, eh ben elle pourra utiliser son rituel de recherche avec son intelligence de 3 plutôt que sa volonté de 1, son flétrissement avec sa force de 3 plutôt que sa volonté de 1, ou Brume de Relier avec 3 plutôt qu'1. Bon, le truc c'est que Diana Stanley, normalement vous essayez de rapidement monter sa volonté, du coup l'auto-renforcement devrait assez rapidement se montrer inutile. Pour Marie Lambeau, qui a 4 en volonté, 4 en intelligence, je pense que l'auto-renforcement acuité peut quand même être assez intéressant. Comme elle a une intelligence de base de 4, si vous la jouez en solo, il est possible que vous partiez du principe qu'elle va enquêter avec son intelligence plutôt qu'enquêter avec rituel de recherche. Donc vous lui mettez peut-être une copie de 6e sens, mais vous dites une bonne partie de ses enquêtes, elle les fera avec son intelligence. Et là pour le coup, ce qui l'intéresse, ce qui lui sert, c'est la deuxième partie de l'auto-renforcement. Action rapide, elle se donne plus d'en intelligence. Et elle enquête avec 6. Donc ça en fait une très bonne enquêtrice en solo. D'autant plus qu'il y a beaucoup de lieux en solo où il y a 1 ou 2 indices. Donc vous faites une enquête comme dernière action d'un tour en vous boostant de 2, et le tour suivant, vous faites également une action d'enquête, et voilà, vous avez vidé le lieu. Carte mystique suivante, Twyla Catherine Price. C'est un soutien de niveau 3 qui coûte 3, qui occupe un emplacement d'allié. Allié, artiste et rêveur. 1 point de vie, 2 points de santé mentale. Réaction, après avoir dépensé au moins une charge d'un soutien sort, incliné
incliner Twyla Catherine Price, gagner une charge sur le soutien. Placer une charge sur le soutien. Bon, cette carte est géniale. Alors, elle n'est pas très résistante pour son coût en ressources et en XP, mais la possibilité à chaque round de mettre une charge sur un soutien qui est utilisé au moins une fois, c'est extrêmement puissant, je trouve. Alors, chez les mystiques, des sorts avec des charges, il y en a un paquet, hein. Il y a les classiques flétrissement, rituel de recherche, brume de relier. Il y a aussi d'autres moins utilisés, chant des morts, clarté de l'esprit, divination, éclat du néant, etc., etc. Et je me rends compte que j'ai oublié ce cas-là, je vais rapidement le retrouver. Il y a le cas des sorts qui ne sont pas en mystique. Mince, je vais y arriver. Voilà, on a les glyphes archaïques, on a suggestion, et apparemment c'est tout. Mais bon, par contre, glyphe archaïque c'est de niveau... vision ésotérique, j'avais oublié. Glyphe archaïque c'est de niveau 3, vision ésotérique c'est de niveau 4, suggestion niveau 1 ou 4. Il y a assez peu d'investigateurs qui pourront utiliser les deux à la fois. Il y a probablement... J'oublie toujours son nom, je crois que c'est Marie Lambeau. Marie Lambeau, elle a le droit au sort jusqu'au niveau 5. Donc voilà, peut-être dans un deck Marie Lambeau, ça sera encore plus intéressant. Si vous jouez Twyla, alors comment elle s'appelle déjà, Twyla Catherine Price, vous aurez probablement envie d'avoir un maximum de sorts et du coup d'intégrer symbole magique, un soutien qui en gros vous permet d'échanger un emplacement de main pour un emplacement d'arcane qui est utilisé pour un sort ou un rituel. Donc voilà, plus de sorts en jeu, plus de possibilités que vos sorts en jeu, par exemple combat et évasion et enquête, et dès que vous en utilisez un, vous le rechargez. Carte suivante en survivant, une lueur d'espoir, un événement de niveau 0 qui coûte 1, qui est un icône libre, myriade, très béni et chance. Une lueur d'espoir ne peut être jouée que depuis votre pile de défausse. Ajoutez tous les exemplaires d'une lueur d'espoir de votre pile de défausse dans votre main, y compris cet exemplaire. Donc en gros, cette carte-là, vous pouvez pas la jouer depuis votre main, mais vous pouvez l'attribuer depuis votre main. Quand vous l'attribuez un test, c'est un icône libre, et quand vous en avez un ou plusieurs exemplaires dans votre défausse, vous payez 1 et vous les ramenez tous dans votre main. Donc c'est cette carte-là, c'est un petit peu comme si vous aviez une compétence avec un icône libre et qui revient dans votre main. Voilà. À qui ça va servir particulièrement ? À Wendy Adams, qui a comme capacité réaction quand vous révélez un pion KO, choisissez défausser une carte de votre main, annulez l'effet de ce pion et remettez-le dans la réserve du KO, révélez un nouveau pion KO, limite d'une fois par test ou capacité. Bon, j'ai été interrompu. Je disais donc, Wendy Adams, grâce à une lueur d'espoir, elle a une carte attitrée dans son deck au remplacement des jetons du KO. Avant, elle devait se demander quelle carte elle pouvait sacrifier. Maintenant, si elle a une lueur d'espoir en main, c'est plus un problème. Elle le défausse. Que je dise pas de bêtises. Oui, voilà, c'est ça. Elle défausse. Elle perd aucune carte qui était jouable depuis sa main. Et elle repioche le jeton du chaos. Comme jouer l'événement ne le met pas dans la défausse mais dans votre main, vous pouvez bel et bien jouer une lueur d'espoir depuis votre défausse, vous le prenez dans votre main et l'effet forcé de l'amulette ne s'applique pas. Alors, autre candidat, Ashkan Pete, qui lui va défausser une lueur d'espoir pour redresser Duke, enfin un soutien qui contrôle assez fréquemment Duke. Pareil, il a une carte, désormais il a une carte attitrée pour ça, et dès qu'il a une action utilisable, il reprend depuis sa défausse 1, 2, voire 3 copies d'une lueur d'espoir. Et il y a enfin le soutien acculé, qui donc dit action rapide, défaussez une carte de votre main, vous gagnez plus de votre valeur de compétence pour ce test, limite d'une fois par test. Donc même chose, chaque copie de une lueur d'espoir devient un plus 2 à un test, mais une seule fois par test. Mintifan, qui est biclassé survivant, peut aussi en faire bon usage, d'autant plus qu'avec sa capacité,
Si elle rajoute un icône, elle les transforme, pareil, en courage inattendu. Un peu comme si elle avait acculé. Mais pareil, il y a une limite, elle pourra le faire qu'une seule fois par round. Et éventuellement, pour pour un deck avec sérum d'amplification des rêves, voilà, si dans votre main, vous avez une copie de lueur d'espoir, vous ramenez une deuxième copie depuis votre défausse dans votre main, ça va activer le sérum et ça va vous permettre de piocher. Autre carte survivant, repli précipité. C'est une compétence de niveau 1 qui a un icône d'agilité, 1 au maximum attribué par test de compétence, tant que repli précipité est attribué lors d'une action échappée basique. Une action échappée à basique, elle gagne 2 icônes d'agilité, le texte. En cas de réussite à ce test avec une différence de 2 ou plus, vous avez le droit d'échapper automatiquement à un autre ennemi dans votre lieu. Dans 1000 nuances d'horreur, on avait force brute pour le combat, qui permettait d'infliger 2 dégâts en plus. Dans la face cachée de la lune, on avait regard acéré pour l'intelligence, qui permettait de découvrir un indice supplémentaire. Là, on a pour l'évasion. Alors, à qui ça va pouvoir servir? À Mintifan, si vous la jouez peut-être plutôt en solo. Elle a que 2 d'agilité de base. Elle aura probablement pas dans son deck de cartes qui lui font faire des évasions, donc elle fera des actions d'évasion de base, et elle les fera à 5. Si elle utilise sa capacité, elle monte même à 6, qui lui donne quand même de bonnes chances contre la plupart des ennemis. Wendy Adams, c'est une agilité de base de 4, ce qui fait qu'on peut être tenté de la jouer dans un style où elle ne combat que lorsque c'est strictement nécessaire. Alors moi j'ai un petit peu testé ces genres de decks-là sur la civilisation oubliée, et je me suis fait démonter aujourd'hui sur le scénario par-delà la limite, au point que je me demande si je vais rejouer cette campagne de sitôt, parce que j'ai été vraiment énervé. Évidemment dans un deck Rita, voilà, elle s'échappe à 8, si en jeu elle a Pierre Sylvestre et les chaussures de course, elle s'échappe à 10. Alors même remarque, c'est génial, mais moi, Rita Yang, je trouve, quand je la joue, elle pioche souvent les -5 et les échecs automatiques. Voilà, c'était la dernière carte du pack. Allez, je vais faire un petit résumé. 52 minutes seulement, j'ai l'impression que ça faisait beaucoup moins, mais bon. Alors, dans ce pack, qu'est-ce qu'on a? Sauvetage héroïque de niveau 2. Ça va être intéressant pour les gardiens qui font tank. Tout à l'heure, j'ai pas mentionné Tommy Muldoon, mais on pourrait le mentionner. Ça permet aux gardiens de s'éloigner un petit peu de l'investigateur qui doit protéger. Donc voilà, efficace. Alors, bien évidemment pas en solo, en duo, c'est pas là que c'est le plus efficace, mais plus probablement à 3 ou 4, ça permet une plus grande dispersion du groupe, pour couvrir plus de terrain. Meneur d'hommes, de niveau 2, c'est niveau compétence, niveau icône attribuée, c'est aussi bien que niveau 0, mais là en plus, en cas de réussite, vous fournissez des ressources aux gardiens et à l'investigateur aidé, probablement un mystique. Or, les gardiens et les mystiques ont quand même des cartes assez chères. Le journal des rêves, la possibilité à chaque tour de remettre dans sa main une compétence qui a 2 voire 4 icônes libres. Voilà, c'est vraiment très bon. Faudra choisir le type de journal qu'on veut en fonction de son deck, en fonction du rôle de l'investigateur, et il y a quelques combos intéressants à pousser pour faire du méga test en chercheur. Alors, chez les truands, hâte, vous faites 2 actions du même type d'affilée, vous avez le droit d'en faire une autre de ce type-là. En solo, ça s'activera peut-être pas très fréquemment. En duo ou en multi, ça devrait quand même marcher à tous les tours. Et donc, ça fait du gain d'action pour un prix très raisonnable. Léo Deluca de niveau 0, il coûte 6. Léo Deluca de niveau 1, il coûte 5. Là, c'est niveau 2, ça coûte 2. Alors, il faut enchaîner 2 actions du même type, et on gagne forcément une action de ce même type encore. Mais, si vous avez un investigateur spécialisé, enquêter 2 fois de suite pour enclencher une 3e enquête, c'est pas difficile, par exemple. Casse-cou, un icône libre et la possibilité d'ajouter une compétence qu'on n'a pas encore en main, ça fait un bon bonus au test, mais moi, je doute quand même qu'on arrive à avoir pile la bonne carte qu'on veut au bon moment.
Ça, c'est comme la compétence découverte, je sais plus comment, étonnante, surprenante chez les chercheurs. Voilà, quand on la révèle quand on la trouve lors d'une recherche, on la met en jeu. On est obligé de l'attribuer au prochain test de compétence. Ok, on a plus un à ce test-là, mais il est possible que ça serve complètement à rien. Donc, c'est pas un genre de carte dont je raffole. Auto-renforcement, les 3, ça vous permet de vous dispenser de l'effet utiliser votre volonté au lieu de la force, l'agilité ou l'intelligence. Pour un mystique, ça sera rarement utile, sauf dans des cas très particuliers. Pour quelqu'un qui est biclassé mystique, ça pourra servir à utiliser des sorts avec sa compétence qui est sa compétence normale pour le type d'action qui est plus élevée que sa volonté, et dans tous les cas, l'action rapide qui permet une fois par tour de donner plus de à sa valeur de compétence pour un test sera toujours intéressant. Twyla Catherine Price, vous dépensez une charge d'un sort, vous l'inclinez, vous remettez une charge sur le sort. C'est génial, plus vous avez de sorts, plus c'est intéressant. Une lueur d'espoir, c'est une carte que vous mettez dans votre deck à partir du moment où vous pensez avoir régulièrement besoin de défausser une carte pour un effet. Et vous pouvez la remonter dans votre main, donc vous en mettez 3 exemplaires dans le deck. Le premier vous défaussez pour l'effet, le deuxième vous défaussez pour l'effet, puis vous dépensez une action pour remettre les 2 dans votre main, vous redéfaussez les 2, vous remettez dans votre main, etc., etc. Et dans certains cas, ça peut aussi avoir des petits effets bonus, du genre en remettant dans votre main, fait que votre main passe la limite qui vous permet, d'enquêter dans un lieu, d'activer un bonus, choses comme ça. Et enfin, repli précipité, une compétence survivant qui booste de 1 à 3 l'évasion et qui permet éventuellement d'échapper à 2 ennemis dans le lieu. Donc une très bonne carte pour les decks spécialisés en évasion. Et une dernière petite chose qui est pas directement liée, il y a pas longtemps, j'ai enregistré avec Largo et Mickaël de la chaîne Arkham TV Le Monde Ludique, si je me trompe pas de nom, j'ai toujours un doute, une vidéo de présentation du pack Winifred Abamok. Et du coup, je me suis dit, tiens, à partir des cartes qu'on connaît de son pack, je vais utiliser ArkhamDB pour essayer de construire un deck solo, avec assez peu de combats. Voilà, l'idée, on s'échappe quand on n'a pas absolument besoin de combattre. On combat le minimum avec un Mother C96. On fait du méga test parce que chaque fois qu'elle attribue 2 compétences différentes, elle va piocher une carte. Donc voilà, chaque test, idéalement, on attribue les 2 copies d'opportunistes plus une carte qu'on a envie d'attribuer à ce moment-là. On réussit avec 3 ou plus. En début de campagne ou 2 ou plus tard, on remet les opportunistes dans sa main et on pioche une carte. Donc voilà, deck solo 0 XP et un deck solo 45 XP. Alors 45 c'est très optimiste, mais j'ai mis une copie d'Obol pour Caron. Je sais pas trop sur quelle campagne je testerai ce deck là. Je pense pas que je le teste de sitôt parce que en l'état, quand je regarde le deck à 40 XP là, il faudrait que j'utilise un proxy pour la carte investigateur, un proxy pour le Mother, Delilah O'Rourke, c'est quel pack déjà? C'est la demeure des dieux, je l'ai pas encore, donc encore un proxy. Ces cartes signature et faiblesse, pareil, des proxys. Dextérité manuelle de niveau 2 proxy, Nimble proxy. Donc voilà, ça serait pas très agréable à jouer avec autant de proxy, mais par curiosité, j'ai fait cette liste de decks là, et quand j'aurai le pack entre les mains, je verrai avec les autres cartes présentes dans le deck comment améliorer cette idée. Donc si je vous décris rapidement le deck à 45 XP, on a l'étui à cigarette porte-bonheur pour piocher plein de cartes, avec toujours l'idée, faut attribuer 2 cartes à chaque test. Vol à la tire de niveau 2, comme on échappe aux ennemis, on peut piocher une carte ou gagner une ressource ou faire les 2. On a les 3 copies de cible facile pour de la ressource et de la pioche.
L'idée étant évidemment qu'on pioche beaucoup, du coup on a à un moment donné 2 cibles faciles en main, voire 3, et on en joue au moins 2 en une action. Insaisissable, comme elle a low ball pour Caron, elle a pas envie de se retrouver vaincue. J'aurais pu mettre une copie de je fiche le camp, mais bon, j'avais pas la place pour une carte de plus. Donc j'ai décidé insaisissable. Manœuvre audacieuse, bon, pour s'assurer du méga test, on sait jamais, vous avez mis beaucoup de cartes, vous avez mis vos opportunistes, vous voulez pas rater, vous voulez pas les perdre, vous vous assurez d'être à +2 avec manœuvre audacieuse. Oreille indiscrète, comme vous avez une bonne évasion, vous échappez à un ennemi, vous payez 1, vous faites un test d'intelligence. Alors, elle part de 3 de base, elle a des brouillards, elle a des compétences avec des icônes libres, donc ça devrait pas être trop dur pour elle, et elle trouve des indices. Trompe la mort, si elle devrait être vaincue, si elle est vaincue, elle est tuée par l'obol pour Caron, donc là, elle devrait être vaincue, elle P1, elle se soigne, elle se désengage, elle se déplace, vers un lieu révélé. Bon, elle finit son tour, mais c'est une autre façon de la sauver, avec insaisissable. Brelanda 103 copies, si vous avez un test difficile et les 3 copies de Brelanda... Pardon, je perds ma voix. Les 3 copies de Brelanda sans main, vous attribuez les 3 et vous dites « j'ai réussi le test ». Mettons un test de volonté très important, vous dites « je l'ai réussi, point ». Ça vous fait pareil de la pioche et du gain de ressources. Élan, vous faites ça sur un test pas trop dur, vous vous attribuez d'autres cartes, encore une fois typiquement une paire d'opportunistes, et le test suivant sera beaucoup plus simple. Je pense notamment à toutes les traîtrises qui restent dans votre zone de menace et qui à la fin de votre tour vous font tester la volonté. Vous êtes dans un lieu, il y a un indice, vous faites une enquête, vous avez 3 de base, vous attribuez élan, ça fait 4, vous attribuez les 2 opportunistes, ça fait 5. Si vous avez des ressources, vous dépensez 2 avec des brouillards, vous êtes maintenant à 9, si j'ai pas perdu le fil. C'est réussi de 2 ou 3, le test de volonté de votre traîtrise en jeu, il descend à 1, voire à 0. Le tout pour le tout, pareil, du méga test et de la pioche, dextérité niveau 2 de la pioche, nimble pour s'échapper. Encore une fois, vous êtes dans une situation difficile, vous êtes engagé avec un ennemi, dans le lieu connexe il y a un chasseur, vous mettez tout ce que vous pouvez dans votre test d'évasion, vous vous déplacez et le chasseur vous rattrapera pas. Opportuniste, comme j'ai dit, on essaie d'attribuer la paire à chaque test de compétence. Idéalement, on le reprend à la fin de chaque test de compétence. Et voilà, pour s'assurer de réussir le méga test le plus souvent possible. Perception pour les enquêtes, présence d'esprit, et pour des actions en plus. En plus de ça, qu'est-ce qu'il y a ? Une lampe torche. Voilà. D'ailleurs, je suis en train de me dire, si je dégageais un XP quelque part, je remplacerais la lampe torche par des outils de crochetage. Et enfin, comme allié, Delilah O'Rourke et Léo DeLuca. Léo DeLuca pour plus d'action. Voilà, j'étais pas très enthousiaste pour Léo DeLuca. Souvent je le mets pas, parce que je fais du méga test qui consomme beaucoup de ressources. Là, c'est pas particulièrement le cas, donc je l'ai laissé. Et Delilah O'Rourke, mine de rien, vous l'inclinez, vous dépensez X ressources, vous infligez un dégât à un ennemi choisi dans votre lieu, ou 2 s'il est incliné. X, c'est sa valeur d'évasion. Donc vous payez pour infliger des dégâts. Vous avez plus en force, vous avez plus en agilité, c'est bien, ça vous aide à combattre, ou à fuir le combat, et en payant, vous pouvez blesser les ennemis. Les ressources, qu'est-ce qu'on a ? Comme génération de ressources, on a vol à la tire, on a cible facile, on a brelandas, voilà. Si on a plus d'actions, on peut faire des actions gain de ressources. Si grâce à oreille indiscrète, on a 2 indices en une action, pareil, ça laisse de la place pour faire des actions, prendre une ressource. Du coup, je pense que Delilah O'Rourke, sur le long terme, elle coûtera pas cher.
Ah oui, j'oubliais le Moser. Comme vous jouez en solo, vous n'aurez pas énormément d'ennemis à combattre en même temps, et il est possible que le Moser vous contentiez d'une attaque avec par tour. Donc si vous réussissez avec 2 ou plus, plutôt que dire je le redresse, vous dites je prends une ressource. Et ça vous le faites 5 fois avec votre copie du Moser. Donc voilà, vous êtes en solo, il n'y a pas énormément d'ennemis. Delilah O'Rourke, ça peut permettre, sans dépenser d'action, de tuer l'ennemi de votre lieu. S'il a qu'un point de vie. S'il a 2 points de vie, vous lui échappez, et ensuite vous dépensez les ressources nécessaires. Et s'il a 3 ou 4 points de vie, une attaque au Moser puis Delilah O'Rourke, ou alors vous lui échappez, vous utilisez Delilah O'Rourke, vous partez, si l'ennemi vous revient dans votre lieu, ou si volontairement vous entrez dans le lieu de l'ennemi, vous refaites la même chose. Et enfin, il y a dans ce deck beaucoup de pioches. C'est pour ça que je me suis permis de mettre un versatile et de monter à 35 cartes. C'est quelque chose que j'évite de dépasser les 30 cartes. Mais là, qu'est-ce qu'on a comme pioche? On a l'effet de Winifred. Vous attribuez 2 cartes différentes à un test, vous piochez une carte. Vous pouvez le faire à chacune de vos 4 actions du tour. L'étui à cigarette vous fait piocher. Vol à la tire vous fait piocher. Cible facile vous fait piocher. Qu'est-ce qui reste d'autre? Brelandas vous fait piocher. Le tout pour le tout vous fait piocher potentiellement beaucoup. Dextérité vous fait piocher. Et voilà. Donc on aura un deck qui tourne très vite. Et chaque carte pourra être réutilisée. Comme je le disais dans la vidéo donc faite avec Largo et Michael. Enfin je crois que je l'ai dit, je sais plus. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, Winifred pour moi ça va être un des investigateurs non chercheurs qui a le plus de chances de finir son deck au moins une fois par partie. Le tout pour le tout, voilà. Vous attribuez le tout pour le tout à un test, c'est réussi, vous piochez un certain nombre de cartes, jusqu'à 5. A priori dans ce genre de deck là, moi je tablerai sur 3 cartes piochées. Vous le faites, vous en avez 2 dans votre deck, ça vous fait 6 cartes piochées en tout. Voilà, votre exemplaire du tout pour le tout, vous le repiochez, les brelandas, vous allez repiocher, et l'an pareil, etc., etc. Bon, le problème, à la limite, ce sont les 2 soutiens qui occupent un emplacement de main, parce que comme vous n'en avez que 2 en tout dans le deck, vous pourrez jamais en jouer un pour en défausser un qui est en jeu dans l'espoir de le repiocher. Voilà. Alors, deck à tester, moi, là, je vais lâcher un petit peu Arkham pendant quelques jours parce que vraiment ma partie sur Par-delà les limites m'a vraiment énervé de tout point de vue. Bon, j'ai mis un petit commentaire sur le forum. Du coup, je range mes cartes, je range un peu Arkham, je ressors Marvel Champions. Bon, là je vais faire rapidement un deck commandement ce soir. Je vais essayer de faire 1 ou 2 parties contre Clos. Ce qui fait que je vais pouvoir filmer ma vidéo sur les cartes commandement, parce que c'est pas un aspect qui m'a laissé une très bonne impression, mais après avoir regardé des vidéos, avoir écouté des discussions, je me suis rendu compte que j'avais sous-estimé les alliés et leur capacité à bloquer les attaques. Donc voilà, je vais faire quelques parties, je me remets le jeu en mémoire, je me remets l'aspect en tête, je fais la vidéo sur l'aspect commandement et je la mettrai en ligne probablement le 15. Autre vidéo prévue, peut-être une vidéo sur le deck Mandy Thompson solo et comment de deck en deck j'ai essayé d'améliorer en changeant de classe, en changeant de taille de deck, en essayant de faire le plus compact et le plus efficace, et probablement pour une fois je pourrais faire des commentaires sur les parties effectuées avec ce deck là. Voilà. Voilà pour les vidéos. Sinon niveau, on va dire matériel, achat, j'ai pas encore le dernier pack du cycle. Bon, comme tout le monde d'ailleurs. Mon dernier pack reçu, ça doit être, si j'ai pas de bêtises, ça doit être celui-là, point de non-retour. Voilà. J'ai pas encore la demeure des dieux. C'est dans une précommande. La tisseuse du cosmos, c'est ça? Le 6e pack,
on verra quand il arrivera. Le blob, pareil, c'est dans ma précommande. Et ensuite, j'ai pas trop en tête les sorties, l'ordre exact. Il y aura donc, vu les confinements, etc., la sortie de la Deluxe, ça m'étonnerait que ça soit avant 2 bons mois, voire 3 mois. Innsmouth, pas l'impression qu'on ait vu beaucoup de détails dessus. Et cet automne, les 5 packs investigateurs qui, comme je l'ai dit dans ma vidéo consacrée au sujet, m'enthousiasment beaucoup. Oui, d'ailleurs, en parlant de cette vidéo sur les packs investigateurs, j'ai été agréablement surpris. Là, je regarde rapidement pendant que je parle. Cette vidéo-là, voilà, diffusée il y a 6 jours, 74 vues. Ça, c'est plus que les vidéos précédentes, donc apparemment, c'était une vidéo qui intéressait les gens. Tant mieux. J'ai pas eu beaucoup de retours, mais apparemment, il y a beaucoup de gens qui ont eu envie de la regarder. Je referai des vidéos sur chacun des packs au moment de la sortie, sachant qu'il s'agira probablement de vidéos fleuves, parce qu'on a quand même, on aura quand même un investigateur à commenter, et vu qu'il y a 60 cartes dans le pack, si on retire guide de stratégie, qui sera peut-être sous forme de cartes, les cartes propres à l'investigateur, on est à une bonne 50aine de cartes, 80% de nouveautés, ça nous fait une 40aine de cartes, donc 20 cartes différentes. Donc voilà, ça sera 5 revues fleuves cet automne. Ah oui, et je n'oublie pas non plus mon objectif de faire des vidéos sur chacun des investigateurs fan-made, sachant que pour ça il faudra quand même que je récupère des images des cartes, parce que je n'ai pas de scanner et je n'ai pas... si je fais moi-même des photos des cartes, ça sera pas d'une super qualité. Autre petite remarque sur la chaîne, j'avais envisagé de faire des parties courtes filmées, donc plutôt du Marvel, mais actuellement j'ai pas de caméra digne de ce nom, j'ai mon smartphone, je l'aurais volontiers fait, mais je n'ai rien sous la main qui fasse un bon support, une bonne pince à smartphone. Donc voilà. En fin de confinement, je pense que je m'achèterai une pince de ce genre-là pour essayer de faire quelques vidéos de parties avec filmées avec vue du dessus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, je vais essayer de remonter un petit peu le rythme de parution. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine, au revoir.